Vous avez vu comme elle est belle, notre planète, vue d'ici? Mais elle paraît aussi tellement fragile, avec sa petite couche d'atmosphère, si fine qui la protège. Oh, je sais, je ne suis pas la première à vous le dire. Parfois, je vous avoue que je suis même un peu inquiète, surtout quand je survole les glaces de l'océan Arctique ou encore les glaciers alpins qui fondent presque à vue d'œil, ou les déserts qui n'arrêtent pas de s'étendre à l'infini. C'est beau la nuit aussi vue d'ici, mais vous imaginez la quantité d'énergie qu'il faut pour éclairer nos villes, pour chauffer nos maisons? Depuis plus d'un siècle, nous brûlons du pétrole, du gaz, du charbon pour produire de l'énergie. Mais toutes ces ressources s'épuisent, et puis elles rejettent tellement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que notre Terre se réchauffe inéluctablement. Ça aussi, je peux le voir d'ici. Notre planète offre pourtant tellement d'autres sources d'énergie, naturelles et renouvelables. La force du vent, le rayonnement du soleil aussi. Sans oublier ceci, la chaleur de la Terre. Car vous ne le savez peut-être pas, mais notre planète est une chaudière naturelle qui a permis l'éclosion de la vie. C'est une véritable chance pour les terriens. Oh oui, c'est une chance, car avec cette chaleur naturelle, on peut produire de l'électricité, mais on peut aussi chauffer des villes. Alors l'exploitation de la chaleur de la Terre, cela s'appelle la géothermie. Et l'Île-de-France, dans ce domaine, est emblématique. C'est la plus grande concentration de réseaux du monde. En effet, en Île-de-France, il y a plus de 40 centrales de géothermie. Oui, plus de 40 centrales. Alors tout cela permet de chauffer des milliers de logements, d'entreprises, mais aussi des bâtiments publics, comme par exemple des hôpitaux, des écoles ou encore des piscines, et tout cela sans avoir besoin d'utiliser du gaz ou du pétrole. Bref, la géothermie, c'est une source d'énergie locale, propre, renouvelable et disponible à tout moment quand on en a besoin. Mais commençons par une question essentielle. D'où vient cette chaleur de la Terre? Eh bien, pour le comprendre, là, il faut plonger dans les profondeurs de notre planète. Alors c'est parti, épluchons un peu notre planète. La croûte terrestre que vous voyez ici, et qui fait en moyenne 30 km d'épaisseur sous les continents, est chaude et sa température augmente progressivement lorsqu'on descend en profondeur. Mais d'où vient cette chaleur? Eh bien, elle provient en partie du centre de la Terre, du noyau interne où les températures atteignent plus de 5000 degrés Celsius. Cette chaleur, issue de la formation de la Terre, rayonne et remonte lentement vers la surface en traversant le manteau jusqu'au moment où elle rencontre la croûte terrestre. Cette chaleur varie en fonction des régions du globe. Dans certaines zones volcaniques, la chaleur de la croûte terrestre peut augmenter de 100 degrés tous les 100 mètres. Cela veut dire qu'à 100 mètres de profondeur, la température est d'environ 100 degrés. À 200 mètres de profondeur, 200 degrés, etc. etc. C'est ce que l'on appelle le gradient géothermique. Mais ce n'est pas le cas partout. Dans les zones non volcaniques, les régions dites stables du globe, le gradient géothermique est en moyenne de 3 degrés par 100 mètres. Mais là aussi, cela dépend des régions. Prenons la France. En Alsace ou en Auvergne, ce gradient peut atteindre 8 à 10 degrés par 100 mètres. Sous la région parisienne, le gradient est plus faible, en moyenne 3,3 degrés par 100 mètres. Mais c'est suffisant car en récupérant et en exploitant cette chaleur, on peut chauffer des immeubles et produire de l'eau chaude sanitaire pour les habitations. Cela s'appelle la géothermie basse énergie. En Île-de-France, pour récupérer la chaleur du sous-sol, il faut creuser entre 1500 et 1800 mètres de profondeur. Et là, on atteint ce que l'on appelle l'aquifère du Dogger. En fait, ce sont des roches poreuses qui sont gorgées d'eau chaude. Et c'est justement un forage que l'on est en train de faire ici, sur le site de Cachan, grâce à cette grande tour métallique que l'on appelle un derrick. On va aller voir ça de plus près. En fait, on utilise exactement le même matériel que pour forer un puits de pétrole. C'est-à-dire qu'à l'extrémité de cette tige, il y a un outil qui creuse, c'est ce que l'on appelle un tricône. Et au fur et à mesure que l'on descend en profondeur, eh bien, on rajoute des tiges métalliques. Et maintenant, on va aller faire un tour dans le poste de pilotage. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fred.
Alors c'est un grand jour aujourd'hui. Vous venez de finir le puits? Exactement, oui. Alors combien de temps il a fallu pour le faire ce puits? En totalité, à peu près 2 mois, on va dire. 2 mois. Et alors, vous avez creusé à quelle profondeur? D'abord à la verticale, c'est ça? En gros, 950 mètres à la verticale, à peu près. Ok. Et ensuite, on a amorcé la courbe sur 600 mètres. D'accord, donc c'est d'abord un puits à la verticale, ensuite il part en courbe comme ça? Voilà, exactement. Et c'est pas fini, ensuite il va à l'horizontale? À l'horizontale, et là on a le plus grand drain en géothermie en Europe actuellement. Oui, parce qu'il est... C'est ça, il est à l'horizontale, dans le dogger, pour capter voilà. Plus d'eau. Voilà. Et au total, ça nous fait un puits de quel... 2940 mètres exactement là. Un puits de presque 3 km. Voilà. Donc là, nous sommes bien dans le dogger, mais pour mieux comprendre, ce serait pas mal d'avoir une petite animation. Alors, plongeons sous le bassin parisien, entre 1600 et 1800 mètres de profondeur, où se trouve l'aquifère du Dogger. C'est une formation géologique composée de roches calcaires vieilles de 170 millions d'années, égorgée d'une grande quantité d'eau dont la température varie de 55 à 85 degrés en Île-de-France, selon les zones géographiques. C'est cette eau, ou plutôt sa chaleur, que l'on exploite. Alors, comment fait-on? Eh bien, on réalise 2 forages. Le premier, c'est le puits de production par lequel on va puiser l'eau géothermale. Comme à cette profondeur elle est sous pression, elle remonte naturellement. Mais en général, pour avoir plus de débit, on rajoute une pompe. En sortant du puits de production, cette eau à environ 70 degrés arrive dans la centrale de géothermie où elle passe dans un échangeur thermique qui va permettre de récupérer et transmettre sa chaleur à un deuxième réseau d'eau, le réseau de chauffage urbain. Après avoir cédé sa chaleur, l'eau géothermale refroidie est réinjectée à la même profondeur par un puits de réinjection dans l'aquifère du Dogger, à une distance d'environ 1200 mètres du point d'extraction. Ainsi, elle ne viendra pas refroidir l'eau qui sera pompée et elle pourra se réchauffer progressivement en chaleur. Cette eau des profondeurs circule donc dans un circuit fermé, sans perte d'eau. C'est ce que l'on appelle la boucle géothermale. En fait, la géothermie présente beaucoup d'avantages. D'abord, c'est une source d'énergie qui se trouve juste sous nos pieds et qui se prête très bien aux grandes agglomérations comme l'Île-de-France où il y a une forte concentration de logements. Et comme elle est sous nos pieds, eh bien, plus la peine d'importer autant de gaz ou de pétrole. On a fait le calcul, si la géothermie n'existait pas en Île-de-France, voilà ce qu'il faudrait importer. 200 000 tonnes de pétrole par an, soit l'équivalent de la circulation annuelle de 150 000 voitures. Donc, on peut dire que la géothermie contribue à notre indépendance énergétique. Et puis, elle crée des emplois locaux pour la construction des centrales et pour leur fonctionnement. Bref, c'est une source d'énergie. Made in France. Et puis, c'est une ressource renouvelable et non polluante qui n'émet ni CO2, ni autres gaz à effet de serre, ni poussière. Et là aussi, on a fait le calcul. Grâce à la géothermie, on évite de rejeter chaque année dans l'atmosphère plus de 300 000 tonnes de CO2. En résumé, c'est une énergie moderne, performante et très concurrentielle au niveau du prix. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la géothermie a vraiment pris son essor dans les années 1970 en raison des crises pétrolières qui ont fait s'envoler les cours du pétrole. C'est vrai. Pendant les années 1970, 2 crises pétrolières vont changer la donne. Le prix du pétrole s'envole. Conséquence, la recherche et l'utilisation de ressources alternatives au pétrole s'intensifient. Et la géothermie en est une bonne. Les énergies concurrentes sont chères, le gouvernement soutient financièrement les projets de géothermie et la réglementation sur l'utilisation des sous-sols se clarifie. Conséquence, plus de 70 centrales géothermiques sont construites entre 1980 et 1986, essentiellement en Île-de-France et en Aquitaine. La plupart sont utilisées pour le chauffage urbain. L'année 2007 marque un nouveau tournant pour la géothermie. C'est le Grenelle de l'environnement. ONG, représentants de l'État, syndicats, communes, départements se réunissent pour prendre des décisions sur l'environnement et le développement durable. Et l'un des objectifs retenus est d'augmenter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation française pour 2020. L'effort doit en particulier porter sur la production de la chaleur. Celle-ci peut être issue de la biomasse, du solaire, mais aussi de la géothermie. Et oui, une des pistes adoptées par le Grenelle est de multiplier par 6 la production géothermique en France. Du coup, la géothermie se porte plutôt bien.
Elle est aujourd'hui la première énergie renouvelable exploitée en Île-de-France. Pas mal! En matière de géothermie pour la production de la chaleur, notre pays fait partie du podium, car il se trouve au 3e rang européen et au 9e rang mondial. Alors même s'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement, il y a de quoi être fier. Alors Michel Andrès, là on est à la nouvelle centrale de Villejuif, et finalement une centrale de géothermie, c'est très discret dans le paysage urbain. Oui, ça s'intègre parfaitement bien dans la ville. Bon, pour réaliser cette centrale, en plus, qui est entourée de pavillons, d'un immeuble qui a été construit derrière. On a réalisé une toiture végétalisée pour que ça s'intègre bien dans le paysage. Et ça permet effectivement d'alimenter l'essentiel des équipements de la ville, des logements sociaux. Justement, une centrale comme celle-ci, ça permet de chauffer combien de logements ? Alors on va dire qu'une centrale de géothermie peut alimenter environ 10 000 équivalents logements. Ici on est sur un réseau intercommunal qui regroupe 3 communes, Cheville-la-Rue, La Île-et-Rose et Villejuif. Et nous avons 3 centrales de géothermie interconnectées sur le même réseau de chaleur. Nous alimentons environ 33 000 équivalents logements aujourd'hui sur ce réseau et qui poursuit son développement de manière importante. D'accord. Alors avec la géothermie, on peut chauffer tout type de logement, je veux dire par là à la fois les nouveaux bien sûr, mais aussi des anciens. C'est le gros avantage de cette énergie renouvelable, c'est qu'elle permet d'alimenter vraiment tout type d'équipement, que ce soit du radiateur, du plancher chauffant, de l'aérotherme. Et donc en fait, on s'adapte à la situation, aux installations de chauffage de chaque bâtiment. Et on n'a pas à remplacer les équipements, les émetteurs dans les logements, ce qui est un gros avantage. Et puis cette énergie, elle est aussi mobilisable en tant que de besoin, puisqu'on adapte le débit des puits en fonction de la température extérieure et du besoin en énergie de ces bâtiments. Alors là, c'est silencieux, hein, on n'entend rien, c'est bien isolé. Ça va changer un petit peu à l'intérieur, hein, c'est normal. Et là, un peu plus de bruit. Alors là, on va découvrir un élément essentiel de la centrale, c'est l'échangeur thermique. Alors en fait, l'eau géothermale qui vient du sous-sol et qui sort à 70 degrés. Ici va rentrer dans l'échangeur. Ah ouais, on la voit. Donc là, 70 degrés. Donc cette eau, elle rentre là dans l'échangeur. Elle rentre dans l'échangeur, elle va circuler dans cet échangeur et elle va céder sa chaleur au réseau de chauffage urbain qui va ensuite circuler dans la ville pour alimenter l'ensemble des équipements, des immeubles qui sont chauffés. D'accord. Alors là, on ne peut pas l'ouvrir, l'échangeur. Hein. On peut l'ouvrir seulement lorsqu'il est en période d'entretien. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Alors en fait, cet échangeur est constitué de multiples plaques. Il y a à peu près 350 plaques par échangeur qui sont séparées par des lames d'eau qui circulent. Donc en fait, on a 2 circuits qui vont échanger leur chaleur entre eux. Les eaux ne sont pas en contact entre elles ne sont absolument pas mélangées. Donc en fait, on échange de la chaleur uniquement par le contact entre les plaques métalliques qui conduisent la chaleur entre les 2 circuits. Pourquoi on n'utilise pas directement l'eau géothermale ? Alors l'eau géothermale est une eau qui est corrosive, c'est une eau préhistorique, c'est une ancienne eau de mer, elle est salée, elle contient du sulfure d'hydrogène, c'est une eau qui a 170 millions d'années, et donc on va la réinjecter intégralement dans sa formation d'origine. On poursuit la visite ? C'est par là ? À partir de l'échangeur thermique, la chaleur est donc transmise au réseau de chauffage urbain, composé de tubes isolés et enterrés qui passent dans toute la ville. C'est un réseau d'eau douce qui va lui-même apporter la chaleur au pied de chaque bâtiment, où des sous-stations équipées elles aussi d'échangeurs thermiques vont à leur tour échanger la chaleur avec les circuits de distribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire de chaque bâtiment. Ces différents circuits d'eau sont donc séparés les uns des autres et n'échangent entre eux que la chaleur. En hiver, lorsque la production de chaleur géothermique n'est plus suffisante, on utilise en renfort des moyens de production complémentaires. Par exemple, des centrales de cogénération. Ce sont des centrales alimentées au gaz naturel qui, grâce à une turbine ou un moteur, produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur. C'est la chaleur des gaz d'échappement de la turbine ou du moteur qui est récupérée et qui vient ainsi compléter la chaleur produite par géothermie. Astucieux, comme ça rien ne se perd. Le réseau est aussi équipé de chaufferies d'appoint, alimentées au gaz ou au bois. Elles se mettent en marche quand il fait vraiment froid et que les centrales de géothermie s'avèrent insuffisantes. Elles peuvent aussi être utilisées lorsqu'il y a un incident ou des travaux sur le réseau pour fournir la chaleur de secours. Tout cela, c'est ce qu'on appelle un mix énergétique.
Alors là, on arrive près de la pompe à chaleur et c'est un système très intéressant parce qu'en fait, ça permet de récupérer des calories, en fait, de la chaleur pour la réinjecter dans le réseau. C'est à peu près ça, hein, je crois, mais ça marche comment exactement? C'est à peu près ça. Donc en fait, on va prélever des calories sur le circuit froid. Et le circuit froid, c'est le retour du réseau. Ce qui revient de la ville. Une fois qu'on a utilisé la chaleur, ça revient à environ 40 degrés. On va abaisser encore sa température jusqu'à 25 degrés. On va prélever 15 degrés supplémentaires et ces calories, on va les transférer sur le circuit chaud, c'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter de 70 à 85 degrés la température qu'on envoie dans le réseau de chauffage urbain. Ce qui va nous permettre d'avoir plus de chaleur à distribuer l'hiver et éviter de recourir à des énergies complémentaires comme des chaufferies au gaz qui peuvent compléter la température du réseau l'hiver. Et donc c'est une valorisation supplémentaire de la géothermie. La pompe à chaleur permet ainsi d'augmenter la quantité d'énergie géothermale sur le réseau. Exploiter au maximum la chaleur naturelle de la Terre pour éviter d'avoir recours aux énergies fossiles, c'est donc l'objectif permanent de tous les opérateurs de géothermie. Les logements raccordés au réseau sont le plus souvent des ensembles sociaux et des copropriétés. C'est là que cette énergie se montre la plus compétitive. Et pour les habitants, les avantages sont indéniables. Ça apporte de nombreux avantages pour les copropriétaires, et notamment, c'est important pour eux, une maîtrise des charges, puisque le coût de l'énergie est relativement stable, qu'il évite les fluctuations que l'on peut rencontrer avec le gaz et surtout le fioul. On remarque une variation entre 20 et 30% de baisse par rapport au prix des autres énergies. Côté confort de chauffage, la géothermie aussi a fait ses preuves. Par rapport à d'autres systèmes sur lesquels, à chaque rallumage de chauffage, on a des problèmes de réglage de température, des problèmes d'ajustement, là, en règle générale, tout se passe très bien, on n'a pas de réclamation au moment du rallumage du chauffage. Et puis surtout, je pense qu'il y a l'aspect écologique que les copropriétaires apprécient, et nous aussi. Je pense qu'aujourd'hui, l'empreinte écologique est très importante et qu'il faut en tenir compte dans les choix de mode de chauffage que l'on retient pour nos copropriétés. En Île-de-France, la géothermie alimente aussi de nombreuses entreprises qui ont vu ainsi leur facture d'énergie diminuer, ainsi que des équipements publics. Piscines, écoles, hôpitaux, bâtiments municipaux. Bref, là aussi c'est le budget des collectivités et donc les impôts locaux qui s'en trouvent soulagés. Concernant l'impact environnemental, si la géothermie n'existait pas, la région Île-de-France émettrait beaucoup plus de gaz à effet de serre. Dans leur programme de soutien aux énergies renouvelables, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et la région Île-de-France accompagnent financièrement les projets de géothermie. Fred a rendez-vous avec le directeur régional de l'agence. Alors l'ADEME soutient le développement de la géothermie, mais de quelle façon? On soutient les investissements, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a des collectivités, des exploitants, des gestionnaires de réseaux de chaleur qui viennent nous voir et qui nous disent tiens, j'ai un projet de géothermie, il n'est pas complètement aujourd'hui à l'équilibre financier, j'ai besoin d'une aide publique. Et nous, on fait un petit calcul économique et grosso modo entre 20 et 35% de taux de subvention en fonction des projets. 20 à 30% de subvention sur la construction d'une centrale de géothermie? Sur l'investissement. Sur l'investissement. Donc le forage, les installations de production, d'exploitation de la chaleur renouvelable, etc. Et ce qu'on regarde en fait dans ce taux d'investissement, on regarde l'équilibre économique du projet, mais on regarde aussi un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire à quel prix on va vendre la chaleur. Parce que l'objectif, c'est que en fait, les projets qui bénéficient du fonds chaleur, sont des projets qui voient le prix de la chaleur baisser pour le particulier. Alors donc, il y a le fonds chaleur pour aider à l'investissement dans des centrales, et puis il y a aussi une TVA réduite. Tout à fait, il y a une TVA réduite, c'est-à-dire que lorsqu'on produit de la chaleur renouvelable, en fait, les exploitants qui vendent cette chaleur peuvent bénéficier d'une TVA réduite, donc au lieu de payer 20%, ils payent aujourd'hui 5,5%, ce qui permet aussi de modérer le prix de la chaleur. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Parce qu'en fait, on a quand même un point, c'est qu'on est toujours en compétition avec les énergies fossiles, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité carbone est très faible, le prix du carbone et le prix des émissions de gaz à effet de serre est très faible. Donc on a besoin encore, y compris pour la géothermie, d'avoir du soutien public. Et c'est vrai qu'on a eu une période, 2013, 2014, 2015, où il fallait beaucoup plus investir d'argent public pour sortir les projets, notamment de géothermie. Pour faire face aux géants du gaz et du pétrole, les collectivités territoriales d'Île-de-France engagées dans la géothermie ont créé en 1991 l'AGEMO, une association qui a pour vocation de promouvoir cette énergie propre et locale et de soutenir sa compétitivité. Mais pour cela, elle a dû convaincre au plus haut sommet de l'État. Il y a 27 ans, nous étions un peu les pionniers, parfois perçus comme une sorte de professeurs nimbus, des ingénieurs qui étaient uniquement préoccupés de la technique.
Et en fait, nous étions pionniers, nous étions très en avance par rapport aux sujets d'aujourd'hui qui font notre actualité quotidienne, la lutte contre le réchauffement climatique, le développement des énergies renouvelables, etc. Et voilà la raison pour laquelle la GEMO a été créée, parce qu'il fallait qu'il y ait une organisation qui défende les intérêts de cette source d'énergie prometteuse et qui a eu des résultats tout à fait importants. À l'Assemblée nationale, le député Michel Herbillon a été de tous les combats en faveur de la géothermie, dont celui de la TVA réduite. J'ai pu réunir un large consensus sur cette question. Il n'y a pas une énergie de gauche ou de droite, une géothermie de gauche ou de droite. Et l'avenir ? L'avenir est extrêmement prometteur puisque la GEMO a su convaincre les pouvoirs publics de lancer de nouvelles opérations de géothermie avec des gisements plus profonds et une eau plus chaude, et ça va permettre notamment de développer un certain nombre d'opérations dans d'autres parties de la région Île-de-France. Et oui, la géothermie semble avoir de beaux jours devant elle en Île-de-France. Tenez, dans le cadre du Grand Paris, l'objectif est de construire 70 000 logements par an pendant les 15 prochaines années. Et plus il y aura de logements raccordés à un réseau de géothermie, moins cette énergie sera chère. Les architectes et les urbanistes doivent donc aujourd'hui intégrer la géothermie comme mode de chauffage dès qu'ils imaginent la conception de nouveaux quartiers. L'énergie la plus belle que l'on ait, c'est l'énergie de l'air, c'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie du vent, c'est l'énergie qui nous entoure. Et on sait que cette énergie-là va permettre de réduire le montant des charges, et ça me paraît être un point excessivement important. C'est à la fois écologique, c'est à la fois durable et c'est à la fois économique, parce que ça va permettre à des familles qui ne sont pas souvent dans une situation de confort financier de faire des économies sur le chauffage. C'est une chance parce qu'on va aller chercher naturellement ce que la nature nous donne. Donc c'est plein de bon sens. C'est pas simple, mais c'est plein de bon sens. C'est juste comme énergie. Donc oui, la géothermie, c'est magnifique. Merci, ça c'est chouette. Et moi, sur cette jolie note d'espoir, je vais reprendre de l'altitude et la trouver encore plus belle, notre petite planète.